Madame Merkel a une vision très, disons, instrumentelle de l'Europe. Elle n'a pas une fibre européenne. Elle sait que c'est nécessaire, mais c'est pas, disons, c'est pas fortement ancré dans son disque dur. Et je crois que ce qu'il faut qu'elle comprenne aujourd'hui, c'est que même l'avenir de l'Allemagne, l'importance de l'Allemagne se jouera dans l'Europe. Dans une trentaine d'années, plus aucun État de l'Union européenne ne fera partie du G8. Même pas l'Allemagne. Ce seront d'autres pays. Et donc, aujourd'hui, notre souveraineté nationale passe par la souveraineté européenne. Et ça, il faut que Mme Merkel vraiment se mette ça dans la tête pour que, disons, ces politiques européennes soient moins des politiques allemandes. Et donc, l'agenda européen pour les 4-5 prochaines années, disons, le grand débat en vue des élections européennes mai prochain, c'est le renversement de la crise économique, c'est les perspectives financières, le nouveau budget européen. Est-ce que ce devrait aussi être un remaniement du fonctionnement même de l'Union européenne pour devenir plus démocratique? La structure de fonctionnement intergouvernemental, par exemple de la zone euro, est un problème. Parce qu'il n'y a pas de contrôle démocratique. Comme vous avez aujourd'hui la Troïka, qui sévit en Grèce, n'est pas contrôlée démocratiquement. Et je veux dire, là, il y a un problème. Les politiques de la Troïka, le Parlement grec ne peut rien faire, et aucun Parlement ne contrôle la politique et les propositions de la Troïka. Donc là, vous avez un véritable gap démocratique. Le problème du budget, le problème du budget, c'est qu'il faut faire évoluer fondamentalement le budget. Le budget, c'est des contributions nationales. Tant que ça restera des contributions nationales, ça sera l'égoïsme national et la vision nationale qui primera. Il faut un budget européen à ressources propres qui justement donnerait tout le pouvoir alors à l'institution de l'intérêt commun européen qu'est le Parlement européen. Donc il faut un budget européen de ressources propres, non plus des contributions nationales, qui alors est contrôlé, etc., par le Parlement européen. Est-ce que c'est un parti qui, à votre sens, doit être banni? Si la justice arrive à démontrer qu'il y a un lien organique entre le parti, les groupes paramilitaires de ce parti et les assassinats, ce parti doit être interdit. C'est un parti qui tue. Ça ne résoudra pas le problème. Même si, je le dis, il faudra l'interdire si c'est un parti qui est responsable de l'assassinat de plusieurs personnes. Parce que ce parti surfe sur la pauvreté. Et si vous n'arrivez pas à vous attaquer à la pauvreté, si l'Europe, par exemple, ne propose pas ce que nous proposons, un minimum de protection sociale et sanitaire pour tous les citoyens grecs, donc ils ont l'impression que l'Europe les protège, et dans une situation crise, peut-être veut prendre à sa charge une partie du financement de cette protection sociale et sanitaire pendant une certaine période de transition. Si on ne fait pas ce genre de choses, alors vous aurez un renforcement, disons, de l'émotion fascisante qui existe dans une partie de la société grecque. Mai 68, c'était une révolte, mais ça s'est passé dans un moment de l'histoire où les jeunes avaient la certitude qu'ils allaient faire mieux économiquement, oui, socialement que leurs parents. C'est beaucoup plus difficile d'être jeune aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes? Moi, je ne dis rien aux jeunes. Je ne suis pas le grand-père qui donne... C'est beaucoup plus difficile d'être jeune aujourd'hui. Il y a l'angoisse du chômage, il y a l'angoisse du sida, il y a l'angoisse de la crise écologique. Nous n'étions pas angoissés. Nous étions prométhéens. La vie nous appartenait. Nous voulions prendre notre avenir en main. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent un avenir. Daniel Cohn-Bendit, je vous remercie beaucoup. Pas de quoi.